Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et après cette longue période de silence sur l'antenne de Bretagne 5, bien croyez-moi, on est ravis de vous retrouver, de retrouver le micro et le studio de la matinale et de retrouver aussi nos invités de la matinale. Et ce matin, premier invité de la matinale, François-Xavier Lefranc, il est rédacteur en chef du quotidien Ouest France. Il est avec nous ce matin, je le remercie. Bonjour. Bonjour. Alors François-Xavier Lefranc, il y a quelques semaines, Ouest France a décidé de ne pas publier les sondages autour des intentions de vote pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de Journal Ouest France et de la rédaction ? En fait, c'est une réflexion qu'on mène depuis longtemps. La raison, c'est que les sondages ne sont pas, selon moi, une information fiable. Les intentions de vote, je parle bien des sondages pour les intentions de vote, et je pense qu'ils nous détournent de l'essentiel. Et qu'actuellement, la France, qui vit une période particulière de son histoire politique, avec cette campagne présidentielle qui démarre, qui est une société sous tension, qui a besoin de débattre beaucoup plus qu'elle ne le fait. La France n'a pas besoin les Français n'ont pas besoin qu'on les prenne pour des idiots en leur assénant des chiffres qui sont extrêmement contestables. Et je considère que les sondages d'intention de vote ne disent pas la vérité, ne disent pas la réalité. Ce sont des données qu'aucun journaliste n'a vérifiées d'ailleurs, qui sont faites dans des conditions que je trouve tout à fait contestables. Mais ce qui est surtout contestable, c'est la façon dont on les utilise en boucle. Et là, ce sont les médias que je mets en cause. C'est pas les sondeurs. Parce qu'au passage, les sondeurs font des enquêtes très sérieuses sur un tas de sujets, dans un tas de domaines, avec des panels représentatifs. Mais les sondages d'intention de vote, c'est fait avec des panels extrêmement limités de 1000 personnes sur l'Hexagone. Les sondages ne tiennent pas compte des Français d'outre-mer qui ne sont jamais interrogés, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, les paysans ne sont plus pris en compte dans les sondages parce qu'on considère qu'ils sont tellement peu nombreux qu'ils sont peu représentatifs. C'est-à-dire que le sondage est une machine à tuer la diversité française. Les sondages simplifient au maximum. Les sondages, c'est 3 coups de pinceau grossiers qui nous disent voilà ce qu'est la France. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Moi, je suis très attaché à la diversité française, à la diversité des territoires, à la diversité des gens, des personnes, tout ce que les sondages ne montrent pas. Voilà, donc les sondages occupent une place qui, de mon point de vue, n'est plus acceptable. Les sondages décident qui sont les grands candidats et qui sont les petits candidats. Les sondages décident des temps de parole dans les médias. C'est-à-dire c'est plus les journalistes qui décident, c'est les sondages. Eh bien, je pense qu'il est urgent de dire stop. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, c'est courageux parce qu'un journal, un quotidien, premier quotidien français, Ouest France, un quotidien tel que Ouest France qui prend une telle décision, vous en avez discuté avec, pardonnez-moi du terme, mais la concurrence, les autres journaux, les autres grands quotidiens ? Alors, j'ai eu évidemment beaucoup de réactions de beaucoup de confrères rédacteurs en chef ou de consoeurs rédactrices en chef. Je crois que ça a fait débat dans beaucoup de rédactions. Le sujet n'est pas nouveau. Moi, ce qui a provoqué, en fait, l'élément déclencheur, ça a été les dernières élections départementales et régionales, à laquelle les Français ont très peu participé. Mais je focalise surtout sur un pourcentage, qui est le vote des 18-24 ans. Eh bien, aux dernières élections régionales et départementales, là où on parlait de l'avenir des territoires, l'avenir de nos régions, de nos départements, 9 jeunes sur 10 n'ont pas voté. 9 sur 10. Donc c'est un gâchis monumental. Ça veut dire qu'on discute de l'avenir des territoires sans les jeunes. Or, on pourrait penser que les jeunes se désintéressent de la politique, c'est tout l'inverse. Ils sont passionnés par la politique, autant que nous, les moins jeunes. Ils sont passionnés par la politique. Ils sont même, comment dirais-je, arc-boutés sur des questions politiques majeures. Mais ils s'engagent finalement. Voilà. On en a quelques-uns qui viennent au micro régulièrement. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs une chance pour le pays. Mais ce qui est très fort, c'est qu'ils estiment que ça ne sert à rien de voter, que le vote ne permet plus d'agir sur la vie des gens, et ils pensent à d'autres formes d'expression. Ils en veulent beaucoup à ce qu'ils appellent le système, ce système politique, médiatique, sondagier, qui ignore en fait les vrais sujets. Alors évidemment, tout ça c'est un peu de la caricature. Il n'empêche que les sondages d'intention de vote nous détournent de la réalité. Et ça, c'est pas acceptable. Je ne l'accepte pas. Et je pense que la France a besoin aujourd'hui de débats très ouverts avec des diversités de points de vue. Une vraie diversité de points de vue. Il n'y a pas les grands candidats, les petits candidats. Il y a plein de personnes qui ont des visions différentes de l'avenir. Et la démocratie, c'est ça. C'est la diversité.
François-Xavier Lefranc, est-ce que c'est dangereux finalement les sondages? Voilà, c'est peut-être un peu fort ce que je vous demande, mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un côté dangereux au sondage? Ce qui est dangereux, c'est pas le sondage lui-même, c'est la façon dont il est utilisé par les médias. C'est ça qui est dangereux. Le CSA, aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre, le CSA a publié aujourd'hui les temps de parole des différents candidats. Ils avaient des candidats officiels, candidats depuis longtemps, qui ont des tout petits temps de parole dans les médias audiovisuels, et vous avez des candidats récents qui ont des gros temps de parole. Éric Zemmour, par exemple, a un temps de parole, c'est lui qui a le temps de parole le plus élevé, le temps de présence le plus élevé dans les sondages, devant Macron, qui est président de la République. On dirait, Macron, s'il est candidat, il faudrait qu'il lui mette tant de parole que les autres, mais bien loin devant beaucoup d'autres qui sont candidats depuis longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que les sondages ont décidé que c'était la personne qu'il fallait mettre en avant. En tant que citoyen, je ne l'accepte pas, et en tant que journaliste, je ne l'accepte pas non plus. Que ce soit lui ou un autre, d'ailleurs, c'est pas, mais c'est inacceptable. Voilà, je considère que la démocratie, ça doit être basé sur l'égalité des temps de parole, et que les journalistes, je me demande parfois ce qu'ils foutent. Je suis très sévère avec ma profession, mais c'est à nous de faire en sorte que le débat ait lieu, que le débat soit vraiment divers, et que les temps de parole soient équilibrés. Nous, on essaie, c'est vrai dans la dernière période avant l'élection, mais on essaie de respecter un certain équilibre pour permettre à ce qu'il y ait une vraie diversité de points de vue. Parce que c'est ça, pour moi, c'est ça la démocratie. La diversité de points de vue, ça désamorce aussi des incompréhensions, des frustrations, des colères. Bien sûr, ce qui désamorce les colères, c'est le débat. C'est quand on accepte de s'écouter, quand on accepte les idées différentes des siennes. Et c'est de ça dont on a besoin, c'est de cela dont on manque aujourd'hui en France. Donc le débat s'est extrêmement durci, simplifié. Aujourd'hui, on s'envoie des idées simples et faciles à la figure et on refuse de s'écouter. Et donc ça me paraît quand même assez dramatique. Donc le débat devient de plus en plus violent, de plus en plus simple, de plus en plus idiot, je trouve, parfois, alors qu'il faudrait prendre le temps de réfléchir et de s'écouter. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de choses à réapprendre en France parce qu'on est en train de partir dans le mur, me semble-t-il. Alors, je ne focalise pas sur les sondages, c'est-à-dire que quand on interroge les jeunes, par exemple, qui ne votent pas, ils expriment leur défiance, et l'un des irritants majeurs, ce sont les sondages. Et d'ailleurs, au-delà des jeunes, beaucoup de gens ont l'impression qu'avec les sondages, on veut leur bourrer la tête, on veut leur faire rentrer des choses, leur imposer des vérités qui n'en sont pas, et ça finit par être insupportable. Je pense qu'une élection, ça se déroule dans plusieurs temps. Il y a d'abord la désignation des éventuels candidats, candidates. Il y a ensuite la présentation des programmes. Il y a ensuite le débat nécessaire avec la société. Et puis il y a ensuite le vote. Mais il ne faut pas commencer par le vote. Le vote, c'est le dernier temps. C'est une fois qu'on a largement débattu, eh bien, chacun vote en son âme et conscience. Et le résultat du vote s'impose à tous. Mais on voudrait commencer par le vote, parce que ça évite de débattre, bien évidemment, et ça permet de faire taire des petits candidats, entre guillemets, des gens qu'on appelle les petits candidats, alors qu'ils ont des choses à dire qui sont forcément très intéressantes. Eh bien, ce système-là n'a plus l'adhésion des citoyens. Donc il est temps de faire quelque chose, parce que sinon, ça finira mal. Donc la responsabilité des médias, de la presse, des radios. Nous, on essaie d'équilibrer le temps de parole ici. C'est pas toujours évident, faut bien le reconnaître. Mais on essaie de le faire, en tout cas. Est-ce que, justement, le temps, on parle beaucoup du temps aujourd'hui qui va très vite. On voit souvent un ministre qui tweet avant que la décision soit publiée dans les voies habituelles, allais-je dire. Donc, est-ce que, justement, ce rapport au temps politique, ce rapport au temps journalistique, est-ce qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'on pose des choses et qu'on dise stop, on arrête tout, on reprend quelque chose? Alors ça, c'est une question évidemment qui est essentielle. Moi, je considère que le journalisme, c'est du temps. C'est d'abord du temps, un temps de qualité accordé par le journaliste pour écouter, pour entendre et pour voir. Voilà. Et pendant ce temps-là, il doit se taire. C'est-à-dire qu'il faut être plein d'humilité quand on est journaliste. Mais il faut écouter. Si on n'écoute pas, ce qui est de plus en plus souvent le cas malheureusement, on n'entend rien. Et donc le journalisme, c'est d'abord ça. Le débat, ça demande du temps.
Ça demande du temps. C'est-à-dire que il faut qu'une personne qui a une idée à énoncer, il faut qu'elle ait le temps de l'énoncer. Et les réseaux sociaux voudraient nous faire croire que, comme on n'a pas le temps, les idées doivent être énoncées en quelques signes, en quelques lignes, parce que voilà, on n'a pas le temps. Ça aboutit à un abêtissement général contre lequel moi je pense qu'il est temps de s'élever, et puis que je n'accepte pas tout simplement, enfin que nous n'acceptons pas, parce qu'on est nombreux à le penser. Voilà, donc le journalisme c'est du temps, je pense que la politique c'est du temps aussi. Il faut que les politiques passent du temps avec les citoyens, qu'ils arrêtent de regarder les sondages et qu'ils aillent voir les gens, et qu'ils passent du temps sur le terrain. Et puis pas seulement dans les permanences, c'est-à-dire sur le terrain, dans la vraie vie, sur le lieu de travail des gens, là où les gens se posent des questions, s'inquiètent, ont des projets et ont envie d'être écoutés, d'être entendus. Voilà, la politique c'est du temps. Retrouvons le temps les uns et les autres, et le citoyen doit lui aussi retrouver le temps du débat. Je crois que c'est un peu ça le défi de notre société aujourd'hui, et les sondages nous emmènent dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a à peine commencé la campagne, on va déjà vous dire qui a gagné l'élection. C'est insupportable. On voit aujourd'hui des citoyens, des citoyennes qui déchirent leur carte électorale, qui les renvoient parfois dans leur mairie aux élus, en disant voilà, moi je n'accepte plus ça. Là aussi, on a quand même, j'allais presque dire, une pente dangereuse. Est-ce que nous, les journalistes, il va falloir qu'on travaille, peut-être qu'on aille sur le terrain, que les politiques ont abandonné ce terrain, de dire voilà, la politique, c'est pas quelque chose de mal, il y a beaucoup de choses à faire, essayer de combler peut-être un peu ce vide. En fait, est-ce que c'est notre rôle déjà? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que si aujourd'hui tous les gens mécontents votaient, les choses changeraient. Et je pense que le vote peut permettre de changer les choses. Seulement voilà, si les gens ne votent pas, les choses continueront comme ça. Donc je pense qu'il est absolument essentiel, c'est un avis personnel, mais que les gens votent. Et je pense que toute électrice, tout électeur devrait voter. Voilà. Après, il faut une diversité de candidatures, mais tout le monde... il n'y a pas de loi qui limite le nombre de candidats, donc n'importe qui peut être candidat, mais l'engagement des citoyens, il est extrêmement important. C'est peut-être ce que les gens, malheureusement, oublient parfois, parce que déchirer sa carte d'électeur, ça fait pas de bruit, et ça arrange bien ceux qui tiennent le système. Je pense que c'est pour ça que c'est pas... moi, je crois pas trop à ça. Je crois beaucoup à l'engagement citoyen, parce que le jour où les gens vont véritablement, dans leur grande majorité, se mettre à voter, il y a eu des périodes comme ça dans l'histoire, mais là, les choses changent. On voit une grande colère qui aboutit parfois à des gestes stupides. On a vu des menaces de mort vis-à-vis d'élus, des voitures détruites, des tags. On le voit aussi vis-à-vis des journalistes. Aujourd'hui, on est traité de suppôts du système et je ne sais quoi. On ne va pas faire tout le catalogue ce matin, mais est-ce que là aussi, il faut s'interroger sur notre profession, dire voilà, est-ce que il faut recadrer finalement notre profession. Quand je dis recadrer, je parle dans le travail que l'on fait au quotidien. Il faut d'abord condamner tous les actes de violence, et nous, on ne laisse rien passer. Et je le dis clairement, je n'arrête pas de le répéter, nous ne laisserons rien passer. Lorsqu'un de nos journalistes, une de nos journalistes est agressée, systématiquement on porte plainte et on suit la plainte. Et on ne lâchera rien. Ça, c'est une première chose, que c'est inacceptable. Voilà, première chose. Maintenant, la colère, quand elle s'exprime, et elle peut s'exprimer différemment que sous cette forme complètement déplacée, parfois la colère illustre une attente d'attention. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'impression aujourd'hui qu'on ne les entend pas, qu'on ne les écoute pas, que les médias ne les regardent pas, qu'ils n'intéressent personne. Beaucoup de gens ont un sentiment de mépris. Je crois que c'est ça qui a nourri enfin, je crois, j'en suis sûr, enfin, on le sait tous, le mouvement des Gilets jaunes au début. Beaucoup de gens se sentent oubliés du système, et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et je pense que la place des journalistes, c'est pas d'être aux côtés des sondeurs et d'être à commenter les sondages, c'est d'être près des gens. Et près de tous les gens, près des gens ici, dans ce pays de Quessois, dans le centre-Bretagne, voilà, où il y a des gens qui vivent des choses, qui ont des choses à dire. Vous avez des jeunes qui ne trouvent pas de stage, vous avez des personnes âgées. C'est quoi la politique du grand âge demain? Qu'est-ce qu'on propose? Vous avez des tas de métiers qui sont sous-considérés, les métiers de l'aide à la personne, qui sont tellement importants. Et sur lesquels on porte si peu de considération, ce qui est un vrai scandale. C'est là que doivent être les politiques. Les soignants, aujourd'hui, qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles, qu'est-ce qu'on fait demain pour notre système de santé? C'est de ça dont il faut parler. Les sondages, on s'en fout, c'est pas les sondages qui sont importants. Voilà, et puis c'est l'avenir des jeunes générations, c'est l'avenir de nos territoires, c'est l'avenir de la démocratie locale. Enfin, il y a tellement de sujets
qui nécessitent que les citoyens se mobilisent. Voilà, mais arrêtons avec les sondages. Les sondages, c'est du vide, c'est du flanc, voilà, c'est ça les sondages. On a l'impression qu'ils ont pris j'allais presque dire de l'altitude, ces sondages, avec la prolifération des chaînes d'infos. Alors on les montre beaucoup du doigt, il ne s'agit pas de faire le procès de telle ou telle chaîne ici ce matin, mais on a l'impression que c'est devenu finalement le fil rouge de ces chaînes d'information. On fait des sondages sur tout, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que machin est mieux qu'un tel, voilà. Est-ce que oui, ça je veux dire, finalement, le sondage, ça coûte pas cher. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu dimanche dernier un vote important dans un territoire français qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Nous, on a envoyé 2 envoyés spéciaux pendant un mois en Nouvelle-Calédonie. Ils y sont toujours à l'heure où je vous parle. Donc ça coûte de l'argent. Envoyer des journalistes pendant près d'un mois. Il faut payer les billets d'avion, payer l'hébergement, payer les déplacements sur place, payer... voilà. Et donc, voilà, j'aurais pu dire, on aurait pu dire, on va faire un sondage. Ça coûtait 2 000 à 3 000 euros. Et puis avec 2 000 ou 3 000 euros, on faisait un sondage qui allait occuper toute la place médiatique. Et on préfère passer notre temps avec les gens. Donc plutôt qu'un sondage à 2 000 ou 3 000 euros, on a fait un reportage à plus de 15 000 euros. Et c'est ça la réalité. Voilà, je pense que la place des médias, elle est là. Donc il y a beaucoup de sondages parce que ça coûte pas très cher et que ça évite de faire des reportages et des enquêtes. Donc c'est une paresse professionnelle, et c'est parfois par paresse professionnelle ou parce qu'on ne veut pas dépenser d'argent dans le journalisme. Moi, je pense qu'on a besoin que de l'argent soit dépensé dans le journalisme pour des enquêtes sérieuses, des reportages sérieux et du temps accordé aux gens. On a le sentiment là aujourd'hui également que les grands médias, alors évidemment des structures comme Bretagne 5, on ne peut pas envoyer d'envoyés spéciaux en Nouvelle-Calédonie, donc ça c'est clair. Mais on ne fait pas de sondage non plus. Mais on a l'impression aujourd'hui que les grands médias, les grandes radios, on fête les 100 ans de la radio dans quelques jours, on a fêté les 40 ans de la FM, mais on pourrait y ajouter la presse écrite, alors même si Ouest France, et on peut citer également vos confrères de Télégramme, bien évidemment, s'investissent dans le terrain. On a l'impression que les grandes radios, par exemple, ont abandonné ce terrain-là. Il y a encore quelques envoyés spéciaux, quelques correspondants permanents, mais on a l'impression que, on a un petit peu sacrifié ce terrain, allez, j'allais presque dire sur l'autel de l'économie. Il ne s'agit pas de faire un procès là non plus, mais... mais c'est une réalité, et malheureusement, il y a d'abord de moins en moins de journalistes, et il y a beaucoup de médias ou de pseudo-médias qui pensent qu'on peut faire le boulot sans journalistes. Je pense que ça, c'est pas possible. Si vous prenez le cas de la Bretagne, vous avez cité le cas de nos confrères du Télégramme, je pense qu'en Bretagne, il y a 2 quotidiens. Il n'y a pas que des quotidiens, il y a aussi des radios, et Bretagne 5 en est une. Et on a vraiment besoin de tout le monde, mais chacun essaie de bien faire son boulot, chacun croit à son territoire, chacun s'investit dans le territoire, et je pense que c'est une chance pour la région, cette diversité-là. Mais malheureusement, vous avez des médias qui sont dans des situations financières difficiles, où vous avez des médias qui sont tenus par des gens qui veulent avoir une force d'influence, mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec le journalisme. Le résultat, on l'a là. Voilà ce que ça donne. Voilà, je pense qu'une démocratie, elle a besoin de journalistes à condition qu'ils fassent leur boulot. C'est mon point de vue, ça. La pluralité, le travail des journalistes. La formation des journalistes aussi. On dit aujourd'hui les journalistes sont mauvais. On entend ça, pardon de dire, je le reçois aussi ici à la radio, les journalistes sont mauvais. Est-ce qu'il faut revoir la formation des journalistes? Alors, je ne pense pas qu'ils sont mauvais, je pense qu'ils sont même meilleurs qu'avant. C'est-à-dire que moi je suis journaliste depuis longtemps, j'ai commencé dans ce métier il y a 37 ans très exactement, c'est pour vous dire, et je peux vous dire que les journalistes aujourd'hui sont mieux formés qu'avant. Qu'est-ce que c'est le sentiment? Alors pourquoi les gens disent ils sont mauvais? Alors la question, c'est de savoir si les journalistes ont le temps de travailler, la question de savoir si les journalistes ont le temps d'utiliser leurs compétences pour faire des enquêtes et des reportages intéressants. Mais je pense qu'avant, les gens le disaient aussi. Il y a toujours eu, le rapport au journalisme a toujours été assez ambigu. Quand les gens sentent que les médias ne parlent pas d'eux, ils ont tendance à penser que les médias sont mauvais. Mais je peux vous assurer qu'on a recruté, nous, à Ouest France, 60 jeunes journalistes en 2021. 60 jeunes qui ont tous moins de 30 ans. Et je peux vous dire qu'ils ont des formations extrêmement solides, des formations internationales. Certains, d'ailleurs, viennent de l'étranger. Donc, c'est des journalistes qui ont fait des études solides ou qui ont des expériences extrêmement solides et qui ont vraiment le métier chevillé au cœur. Et moi, je suis très optimiste pour la profession, et à condition qu'on les laisse bosser. On voit beaucoup aussi François-Xavier Lefranc de lanceurs d'alerte,
d'alerte, de plateformes qui se créent pour dire voilà, les journalistes vont pas assez loin dans les enquêtes, nous on va... Est-ce que c'est du cousinage, j'allais dire, du journalisme, ou est-ce que là aussi c'est plus discutable? Non, je pense qu'il faut des lanceurs d'alerte, c'est absolument essentiel. Les journalistes doivent sortir des informations exclusives, doivent enquêter, y compris évidemment sur des sujets compliqués, donc il faut être courageux quand on est journaliste, et c'est très bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte qui soient là pour alerter, et là il faut que les journalistes soient très attentifs à ça. Donc je pense que le journaliste, c'est un métier extrêmement exigeant, qui demande énormément de travail, ça faut le savoir, hein. C'est pas un métier de feignant, c'est un métier où on bosse dur, et cette exigence-là, elle doit permettre d'offrir aux citoyens toutes les informations nécessaires pour qu'ensuite ils puissent se forger une opinion. Donc il y a du boulot, il y a bien des sujets qui ne sont pas assez traités. Voilà, donc à nous d'être à la hauteur de l'attente de nos lectrices et de nos lecteurs, à nous d'être exigeants, et on l'est, parce que notre lectorat est très exigeant. Les gens attendent de nous qu'on fasse le boulot. Alors on est dans une époque, vous le disiez en commençant, Françoise Villefranc, là il nous reste 5-6 petites minutes, le sujet est vaste, mais on est dans une époque assez trouble, assez compliquée, assez difficile pour les journalistes, pour les politiques on peut le dire aussi, et ça va nous ramener d'ailleurs au sondage dans quelques instants. Est-ce qu'il est important j'allais presque dire de protéger la presse, de protéger, on va pas dire sanctuariser, c'est un mot peut-être un peu fort, mais la presse, parce qu'on a l'impression quand même qu'on est malmené. Nos métiers, nos médias sont malmenés aujourd'hui. Est-ce qu'il est important de faire une forme de barrage comme ça? Alors, il faut d'abord, il est important que les médias puissent dégager les moyens de leur existence. Alors, les médias sont protégés par un certain nombre de choses. On a fêté cette année, 2021, le 140e anniversaire de la loi sur la liberté de la presse, qui est une très grande loi, donc 1881, juillet 1881. Et cette loi, elle garantit la liberté d'exercice du journalisme en France, et elle garantit aussi, c'est important, la protection des citoyens face aux éventuels excès des médias. Voilà. Donc cette loi-là, il faut la préserver. Et en plus, on dispose depuis 140 ans d'une jurisprudence complète. Hein, donc c'est quelque chose qu'il faut préserver. Maintenant, on a vu beaucoup de médias se faire racheter. J'aurais pu commencer par là. Qui est propriétaire de Ouest France? Ouest France, qui est le plus grand journal francophone au monde, et qui est, à l'heure où je vous parle, la deuxième plateforme numérique d'information en France, et qui sera bientôt la première, on fait tout pour. Qui est propriétaire de ça? C'est une association loi 1901 à but non lucratif. C'est-à-dire que le propriétaire de Ouest France ne touche pas un centime à la fin de l'année. Et ne donne pas d'argent non plus, parce qu'il n'en a pas. Et cette association, qui s'appelle l'Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, elle défend donc la démocratie humaniste. Et voilà, donc c'est une chance. Ça veut dire que tout l'argent qu'on gagne, il n'est pas dépensé pour faire je ne sais quoi, il est remis dans nos activités, donc le journalisme notamment. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça garantit l'indépendance, et ça garantit notre liberté. Mais vous avez aussi beaucoup de médias qui sont rachetés par des puissances financières dont l'objectif n'est pas de défendre la démocratie humaniste, mais de faire du fric. Et là, quand l'objectif c'est de faire du fric, on s'embarrasse plus trop avec le journalisme. On oublie un peu la déontologie finalement. Et puis on oublie que l'information de qualité, elle coûte de l'argent. Et ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme dans tous les métiers, la qualité, ça nécessite que des professionnels s'y collent, s'y investissent, et donc ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, l'économie des médias est extrêmement fragile et extrêmement attaquée. Attaquée par les grands acteurs du numérique. Quand on parle de Twitter, quand on parle de Facebook, quand on parle de Google, on parle de gigantesques machines à fric qui appartiennent à des milliardaires. Alors c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on dit les médias appartiennent à des milliardaires, parce que si les gens savaient, les Google, Facebook, Twitter appartiennent à des milliardaires. Le patron de Twitter, là, qui vient de passer le relais, il se retire avec 15 milliards d'euros. Hein. Le patron de Facebook est l'un des hommes les plus riches du monde. Et c'est pareil pour Google. Et ce sont d'énormes machines à fric. Voilà. Avec un danger quand même pour l'information. Elles utilisent les contenus faits par les médias sans les payer. C'est pour ça qu'ont été institués les droits voisins. Donc les droits voisins, et merci l'Europe, merci l'Union européenne, parce que l'Europe a été forte pour mettre ça en place. Et c'est maintenant aux différentes nations de rentrer ça dans les droits nationaux. Ça a été fait en France. Mais les droits voisins vont contraindre les grands acteurs du numérique à payer les médias.
puisqu'ils utilisent leur contenu pour faire du fric. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. C'est juste un exemple, mais aujourd'hui, le papier journal, à l'heure où je vous parle, le papier journal, il prend une augmentation de 50% cette année. Voilà. C'est une augmentation qui est répercutée forcément sur le prix de vente du journal. Qui risque de l'être, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a des tensions extrêmement fortes sur l'économie des médias, qui fait que la tentation peut être de dire, bon, on va faire un peu moins de journalisme, on va faire moins de reportages, on va faire moins d'enquêtes, hein, et puis on va faire plus de sondages, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, cette dérive-là, nous, on n'en veut pas à Ouest France, ça c'est clair. Alors, il nous reste une petite minute, François-Xavier Lefranc. Je voulais vous poser une question en commençant, mais je vais terminer avec. Est-ce qu'on sait le degré d'influence des sondages sur... je n'allais pas se dire, est-ce qu'on a fait un sondage sur le sondage, le degré d'influence des sondages sur les lecteurs, sur les auditeurs, sur les... étant donné qu'ils tournent en boucle, il y a forcément une influence. Je pense même qu'il y a manipulation de l'opinion avec ça, puisque le temps médiatique, je vous en parlais tout à l'heure, le temps médiatique favorise ceux qui sont hauts dans les sondages. Or, ces sondages-là sont faits dans des conditions assez pitoyables. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Mon confrère Luc Bronner du Monde, qui était patron de la rédaction du Monde il y a encore quelques mois, a fait une large enquête là-dessus, et son enquête est édifiante, et je recommande à tout le monde de la lire. Donc, à partir de sondages qui sont une information extrêmement contestable, qui n'est pas la vérité, on donne des temps de parole qui sont tout à fait inégaux. Donc oui, on manipule l'opinion avec les sondages. Et je pense que c'est aux journalistes de réagir, et que si les journalistes réagissent en se disant on va favoriser l'égalité des temps de parole, on va favoriser la diversité des points de vue, eh bien là, on s'engage dans quelque chose de solide. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter. François-Xavier Lefranc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Ouest France et que vous nous avez fait l'amitié confraternelle d'être avec nous ce matin sur Bretagne 5. Merci infiniment. Et puis, on va suivre un petit peu cette évolution, sans doute de la profession, parce que vous lancez une idée quand même assez rare. Voilà. Et bon vent à Bretagne 5, je tiens à le dire aussi. Merci beaucoup. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.